étaient mi-soldats, mi-moines. Les chevaliers du Temple font carrière bien au-delà des croisades. Ils prennent le contrôle financier de l'Europe et s'approprient toutes les activités principales, essentiellement le domaine des prêts monétaires. Ils inventent la monnaie scripturale et, en quelques années, deviennent les créanciers de tous les rois du vieux continent. Leur puissance était devenue bien trop importante, du moins du point de vue du pape et de la plupart des rois. Ils étaient incroyablement riches et rien ne semblait pouvoir les arrêter. Les historiens s'accordent pour dire que c'est leur richesse qui a suscité des convoitises. Philippe le Bel est le roi de France qui, le premier, est entré en conflit avec les Templiers, essentiellement parce qu'ils jalousaient leur richesse. Il s'est retranché derrière des accusations de blasphème et de sacrilège, mais il en voulait surtout à leur argent. Les charges retenues contre les Templiers étaient des accusations de blasphème et de sacrilège, et aussi d'irrévérence envers l'Église, ce qui était un fait avéré. Il y avait également des allégations sexuelles, ce qui est toujours le cas lorsqu'on retient des charges contre des groupes hérétiques. On les accusait de sodomie et d'actes homosexuels, mais aussi de cracher sur la croix, de vouer un culte non seulement à la tête tranchée d'un barbu, mais dans certains cas étranges, à la tête tranchée d'un chat. L'Église catholique se voit contrainte d'interdire les Templiers. Un vendredi 13 de l'an 1307, le pape dissout officiellement l'ordre des chevaliers. Son grand maître est brûlé sur le bûcher. Vers le milieu du XIVe siècle, les chevaliers du Temple semblent avoir complètement disparu et leurs biens confisqués. Mais peut-on éliminer du jour au lendemain la confrérie la plus puissante et la plus riche du monde, ainsi que tous ses biens? Non. Les Templiers hautement aguerris et parfaitement organisés passent vite dans la clandestinité, emportant avec eux l'essentiel de leur fortune. Ils deviennent une communauté secrète et très bien financée, au pouvoir extrêmement puissant. Comme le démontre l'histoire, les Templiers n'ont fait que disparaître de la scène publique, mais désormais, ils vouent une haine farouche à l'Église catholique. Le prieuré de Sion craint que l'Église lui réserve le même sort. À la même époque, la confrérie semble disparaître de la scène publique pour mieux vivre dans l'ombre. Durant plus de 400 ans du XIVe siècle à la fin du XVIIIe, les francs-maçons, les assassins, le prieuré de Sion et les Templiers existent sous la forme de communautés secrètes et isolées, à l'influence limitée. Jusqu'à ce 1er mai 1776 en Bavière, où la race humaine va connaître ce qui risque d'être son jour le plus sombre. Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique élevé chez les jésuites et très versé dans l'occulte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Un nouvel ordre mondial selon l'euphémisme de Weishaupt. Sa confrérie diabolique constitue une synthèse des fondements évoqués par les communautés secrètes qui ont déjà existé. Il associe habilement les rituels ésotériques des francs-maçons, le mysticisme islamique des assassins, l'art de tuer et l'usage du hashish, les membres influents du prieuré de Sion et la fortune, le pouvoir, la science militaire et la vendetta des Templiers, et dirige le tout contre l'Église catholique. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie « porteur de la lumière ». Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée
coiffé d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde. À l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les 5 grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. 1. La corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 2. Les Illuminati qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la cause. 3. Les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. 4. La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médias afin que toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. 5. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'État militaires destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les Illuminati. Le groupe d'origine est composé de maçons de 32e degré et se sert de différentes loges maçonniques pour le recrutement et la base du projet. Le franc-maçon de plus haut rang à être recruté est le baron Knigge, un aristocrate du nord de l'Allemagne également connu sous le nom d'Adolf Francis. Il joue un rôle majeur sur le front maçonnique européen. Les Illuminati sont extrêmement secrets, dissimulant leurs groupes et leurs identités derrière des pseudonymes classiques. Ainsi, Weishaupt est Spartacus et Knigge Philo. Le quartier général s'appelle Éleusis, l'Autriche est désignée comme l'Égypte. Même les dates sont cryptographiées. Sous la conduite de Knigge, les rangs des Illuminati atteignent plus de 3000 hommes. Mais un succès aussi rapide engendre l'opposition, notamment de la part des jésuites qui, dès le début, combattent les Illuminati avant que l'ensemble des prêtres ne deviennent activement leurs ennemis. Dès lors, l'Église catholique mène l'offensive contre la confrérie secrète. L'opposition grandit au point que le gouverneur de Bavière déclare dans un édit de 1784 que les Illuminati représentent une conspiration hors la loi. Un grand nombre de leurs membres est emprisonné et certains, dont Weishaupt, sont bannis du royaume. L'illuminisme et bientôt la franc-maçonnerie sont contraints de quitter la Bavière. À la fin du XVIIIe siècle, les Illuminati semblent avoir été complètement éradiqués. Mais la disparition de la confrérie secrète, tout comme celle qui l'ont précédée, n'est qu'une apparence. Elle n'a fait que passer dans la clandestinité en prenant le soin d'ajouter un article de plus à sa liste de sombres objectifs, celui d'infiltrer et de faire tomber la religion catholique. Lorsqu'on observe le monde d'aujourd'hui, que voit-on de toutes ces communautés secrètes? Les groupes maçonniques sont la communauté dominante et existent au grand jour à travers le monde. De nos jours, dans le rite américain dit d'York, le degré de chevalier du temple est le plus haut grade de la hiérarchie. Ce qui se passe dans les loges maçonniques est encore relativement secret. Seuls les dignitaires du plus haut échelon ont probablement connaissance des rituels obscurs, des objectifs et des vendettas menés contre l'Église catholique. Les francs-maçons et les templiers se sont parfaitement intégrés au sein des sociétés les plus respectées de notre monde. Dans une moindre mesure, les assassins ont fait des apparitions périodiques au cours de l'histoire. Au début du XIXe siècle, ils apparaissent en Inde sous la direction de l'Aga Khan, à qui ils attribuent des pouvoirs divins. À la fin du XIXe siècle, l'Aga Khan les mène jusqu'en Afghanistan, où ils développent des relations durables avec les Britanniques. Plus tard, les descendants de l'Aga Khan infiltrent davantage les cultures occidentales. Le mariage du prince Ali Aga Khan, petit-fils d'Aga Khan II, avec l'actrice américaine Rita Hayworth en est un exemple frappant.
Les assassins, en tant qu'organisation meurtrière secrète, appartiennent-ils désormais au passé? Les effusions de sang perpétrées de nos jours par les extrémistes islamiques portent à croire que les assassins sont encore bien actifs. Le prieuré de Sion est également toujours en activité de nos jours. D'ailleurs, un grand nombre de figures illustres de l'histoire y auraient servi comme grands maîtres. Certaines preuves confirment cette hypothèse. En 1975, une découverte est effectuée dans une librairie parisienne. On y trouve des parchemins désignés sous le nom de dossier Le Carré. Ces documents révèlent entre autres que Léonard de Vinci, Victor Hugo et Isaac Newton ont été des membres secrets du prieuré. Certains attribuent la création de l'Union européenne au prieuré de Sion. François Mitterrand aurait été un de ses membres, tout comme beaucoup d'autres puissants de ce monde. Quant à la lignée des Mérovingiens que cette institution a fait le serment de protéger, elle se poursuit. À travers les mariages incestueux au cours des siècles, la plupart des familles royales d'Europe peuvent faire valoir leur descendance mérovingienne. On dit que les 44 présidents des États-Unis seraient tous issus de ces familles royales. Le vaste réseau relationnel du prieuré de Sion a fourni aux Illuminati les moyens d'influencer la politique et le pouvoir aux quatre coins du monde. Justement, qu'est-il advenu des Illuminati d'Adam Weishaupt, la plus secrète d'entre toutes ces communautés, cette confrérie qui a fait le vœu de rassembler toutes les autres pour diriger le monde? Poursuit-elle toujours son plan diabolique de domination planétaire? Nous avons découvert de nouveaux faits troublants qui révèlent que cette organisation est encore plus puissante de nos jours. L'étude d'une société top secrète se rapproche de celle des courants d'un lac. Les rides de la surface fournissent des indices sur ce qui se passe dans l'obscurité des profondeurs. Le plan d'envergure des Illuminati exige d'infiltrer les gouvernements à travers le monde. Au cours de notre vaste enquête, nous nous sommes concentrés sur une seule cible, l'ex-URSS, afin de déterminer comment elle a pu être manipulée par les Illuminati. Un moyen efficace de contrôler un gouvernement serait d'infiltrer ses services secrets. Les récentes révélations émanant des dossiers du KGB donnent un aperçu sans précédent de la situation. Maintenant que la guerre froide est terminée, des informations confidentielles sortent en fraude des coffres étroitement surveillés de ce qui fut l'Union soviétique. Depuis le passage à une économie de marché, de nombreux articles autrefois inaccessibles aux Russes arrivent progressivement sur le marché noir. On dit que tout est à vendre en Russie, y compris les secrets d'État et les espions qui les détiennent. Après la chute de l'Union soviétique, le KGB est dissous. Le nouveau gouvernement forme ses propres services de sécurité et de renseignement. De nombreux anciens cadres du KGB sont réintégrés, mais beaucoup se retrouvent sans travail. Parmi ceux qui sont employés, une partie importante ne touche pas le salaire convenu. Nous sommes surpris de constater que de nombreux anciens membres du KGB sont disposés, moyennant finances, à livrer le récit de première main de leurs activités confidentielles avec l'agence. Cependant, lorsque le sujet des Illuminati est abordé, aucune somme ne peut convaincre les langues de se délier. Nous en déduisons que nous tenons la bonne piste et que nous sommes probablement sur le point de découvrir la présence de la confrérie secrète au sein du KGB. Les anciens employés du KGB acceptent de nous aiguiller vers leurs sources de marché noir où nous obtiendrons peut-être d'autres renseignements, mais à nos risques et périls. Bien que la plupart des pistes se soient avérées improductives, nous constatons qu'avec de la persévérance, de l'argent et un peu de chance, il est possible d'acquérir des documents soviétiques confidentiels. Grâce à une caméra cachée, nous avons enregistré plusieurs rendez-vous sur une période de quelques mois, au cours desquels nous avons tenté d'obtenir des dossiers présentant un intérêt notoire. Cette transaction entre un de nos contacts moscovites